the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Salut à tous, donc c'est le Patriote éclairé pour la fin de cet entretien. Je pose mon petit stylo. Donc entretien commentaire d'actualité, les mois d'octobre-novembre, partie internationale, suite et fin. Donc dernière partie, partie 5. Donc je vais essayer de finir. Donc premier sujet, alors oui, assez drôle, là je vais m'amuser un peu pour rester dans le ton du conflit israélo-palestinien. Netanyahou le révisionniste. Le révisionniste, intervention à l'ONU du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, que je ne présente plus, ou pas, sur les responsables de la Shoah, les véritables responsables de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, Netanyahou en a dit une énorme, il a fait de l'historiquement incorrect, comme je dis, du révisionnisme et du révisionniste. Même du négationnisme, puisque nos maîtres parlent de révisionnisme, enfin de négationnisme, bon, c'est selon le terme, on va parler de révisionnisme. De révisionnisme. Donc, Netanyahou s'est exprimé à la tribune de l'ONU pour déclarer que, je cite, Hitler et les nazis n'étaient pas responsables de l'extermination des juifs d'Europe, l'extermination des 6 millions de juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les véritables responsables de l'extermination des juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale étaient non pas les nazis et Hitler, mais le grand moufti de Jérusalem, donc, dont je ne connais pas le nom, parce que c'est un nom en arabe très long, donc je ne vais pas dire c'est Mohamed Al-Husseini, enfin bref, on s'en moque un peu du nom du grand moufti. Mais voilà, c'était une tribune à l'ONU, là, c'était il y a un mois. Netanyahou s'est fendu d'une déclaration drôlatique qui va réjouir nos amis, si j'ose dire, enfin, du révisionnisme en France, notamment Forisson. Donc bravo Netanyahou, et là on voit que Netanyahou fait du révisionnisme de sioniste. Et derrière cette accusation étonnante, délirante, tout simplement, d'accuser le grand moufti de Jérusalem, c'est-à-dire l'autorité religieuse palestinienne, d'avoir accusé ce grand moufti de Jérusalem de la responsabilité des massacres de masse et de l'extermination des 6 millions de juifs d'Europe, donc de la Shoah, l'Holocauste, bien, il faut bien comprendre que derrière il y a une volonté, puisqu'en fait cette déclaration un peu drôlatique, cette saillie révisionniste de Netanyahou, correspond à un agenda israélien et sioniste. On voit que c'est véritablement cette saillie révisionniste, ou révisionniste, en deux mots, et véritablement pour servir à un agenda et les intérêts du sionisme et de l'État d'Israël. Pourquoi? Pour diaboliser bien évidemment les Palestiniens. Puisque en critiquant, en rendant responsable le grand moufti de Jérusalem de l'extermination des Juifs d'Europe, donc de la Shoah, des 6 millions de Juifs d'Europe, de la Shoah, bien sûr de manière insidieuse, Netanyahou, donc le premier ministre israélien Netanyahou, rend responsable dans sa globalité, dans sa généralité, tout le peuple palestinien, toute la Palestine, tout le peuple palestinien, de la responsabilité du massacre des 6 millions de 6 millions de Juifs d'Europe. Et là on voit quelque chose d'assez drôle, on voit que finalement les sionistes utilisent et instrumentalisent l'histoire comme bon leur semble pour servir leurs intérêts géopolitiques, géostratégiques et leurs intérêts de conquête, puisque véritablement c'est comme ça qu'il faut le comprendre et c'est comme ça que je finirai sur cette saillie drôlatique et étonnante, c'est que derrière cette petite anecdote révisionniste d'innocenter les nazis et Hitler de la responsabilité de la Shoah et d'accuser le grand moufti de Jérusalem, c'est-à-dire le peuple palestinien, il y a une volonté de diaboliser et de diabolisation à mort de la Palestine et du peuple palestinien par Netanyahou et par les hauts cadres, les dirigeants israéliens, puisque on entre dans une phase, comme je l'ai dit un peu juste avant, d'une troisième intifada, c'est-à-dire d'une rébellion, d'une révolte, d'une insurrection des Arabes, des Palestiniens contre l'État d'Israël. Donc il y a une volonté sans doute de Netanyahou de serrer la vis, et voilà cette intervention à l'ONU révisionniste, négationniste qui a pu faire sourire certains, et qui encore une fois donne de l'eau au moulin, je dirais, aux révisionnistes et aux négationnistes professionnels en France comme Renoir ou Forisson. Et bien là, on voit que c'est pour servir les intérêts du sionisme, tellement. Les sionistes qui d'habitude ont tel ou tel discours et changent tel ou tel discours historique sur l'extermination des Juifs d'Europe et sur la Shoah pour servir les intérêts du sionisme d'Israël. Donc parfois avec Lanzmann et compagnie, il s'agit plutôt de culpabiliser les Européens sur la Shoah, culpabilisation des Européens à propos de l'extermination des Juifs d'Europe et de la Shoah, et parfois
quand il ne s'agit pas de culpabiliser, c'est de diaboliser les Palestiniens. On voit là vraiment que l'histoire est au service du sionisme et au service des intérêts sionistes et israéliens pour diaboliser dans un sens le peuple palestinien. Voilà, je finirai là-dessus. Hein. Netanyahou, révisionniste, c'est assez drôle, il faut le voir pour y croire, comme dirait l'autre. Cette intervention à l'ONU sur les responsables de la Shoah, Netanyahou rend responsable de la Shoah le grand moufti de Jérusalem, et derrière tout le peuple palestinien pour diaboliser le peuple palestinien comme un peuple criminel, génocidaire, pour empêcher toute légitimation et toute crédibilité à un combat de révolution et d'insurrection nationale et de libération nationale du peuple palestinien, comme j'en ai déjà parlé. Donc voilà, Netanyahou à l'ONU, révisionniste et innocenté Hitler et les nazis de la responsabilité de la Shoah et de l'extermination des Juifs d'Europe, et accusé et rendu coupable et responsable de l'extermination des Juifs d'Europe et de la Shoah, le peuple palestinien tout entier à travers le grand moufti de Jérusalem qui était une canaille, hein, puisque c'est ça la thèse de Netanyahou, hein, c'est que Hitler aurait rencontré en 1941 ou 1942 le grand moufti de Jérusalem, et le grand moufti de Jérusalem lui aurait soufflé à l'oreille, voilà, comme un mauvais conseiller, comme un conseiller occulte, comme un persifleur, véritablement l'extermination des Juifs d'Europe. Donc c'est le grand moufti de Jérusalem qui aurait insisté auprès d'Hitler et qui lui aurait soufflé l'idée d'exterminer les Juifs d'Europe. C'est pas Mein Kampf, c'est pas l'idéologie nazie, c'est pas Rosenberg, c'est pas le racialisme nazi, c'est pas l'antisémitisme nazi, c'est pas la solution finale, ni la conférence de Wannsee, non, c'est le grand moufti de Jérusalem, et donc les Palestiniens qui auraient incité Hitler à exterminer les Juifs d'Europe. Donc là on est dans le grotesque absolu. Voilà, Netanyahou le révisionniste de Netanyahou, intervention à l'ONU pour dédouaner Hitler et les nazis de la responsabilité des Juifs d'Europe, de l'extermination des Juifs d'Europe, et bien évidemment, vous l'avez compris, pour tentative de diabolisation à mort des Palestiniens, du peuple palestinien, pour critiquer toute possibilité de révolte et d'insurrection, de libération nationale, puisque cette saillie drôlatique et révisionniste, cette intervention révisionniste intervient exactement en même temps que la possibilité de troisième intifada. Donc voilà, Netanyahou, bon, incroyable. Donc ensuite, autre sujet, donc la rencontre d'Obama et de Netanyahou à Washington, à la Maison Blanche, vers un renforcement de l'alliance israélo-américaine. Alors ça, on a pu le voir, puisqu'en effet, après avoir parlé de Netanyahou le révisionniste, Netanyahou qui fait du révisionnisme, qui fait de l'historiquement incorrect, et qui revoit l'histoire de l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis et de la Shoah, en accusant le grand moufti de Jérusalem d'avoir soufflé à Hitler l'idée de la solution finale. Bon, après cette série révisionniste, on a vu, juste après, ce qui est hallucinant, une rencontre au sommet entre Obama et Netanyahou, c'est entre les États-Unis et Israël, à la Maison Blanche à Washington, donc aux États-Unis, donc dans le lieu officiel du pouvoir politique américain. Et on a pu y voir ici voilà, le renforcement de l'alliance américano-israélienne. Israélo-américaine. Bon, je ne reviendrai pas sur la thèse du lobby juif et du lobby sioniste très puissant en Amérique. Est-ce que les Israéliens tiennent les Américains? Bon là, je vais me concentrer pour pas avoir cette théorie du complot et du puissant lobby juif en Amérique incarné par l'EPAC et l'Anti-Defamation League. L'EPAC notamment, qui est le lobby judéo-sioniste très puissant en Amérique, aux États-Unis. Oui, insister sur pourquoi ce rapprochement soudain, puisque Obama avait récemment aussi critiqué un peu Netanyahou, la politique agressive et extrême droitière de Netanyahou en Israël, mais là on voit véritablement un renforcement de l'alliance israélo-américaine, étonnamment, avec voilà, un rapprochement des deux diplomaties. C'est ce qu'on a vu encore une fois par cette rencontre au sommet entre Obama et Netanyahou, à la Maison Blanche à Washington, donc c'est une rencontre officielle. Et moi je me pose la question, est-ce que c'est un rapprochement, un renforcement de l'alliance diplomatique entre les Israéliens et les Américains? Puisque c'est assez étonnant, en même temps Obama et l'Amérique se rapprochent avec une alliance très intelligente et très fine de l'Iran, donc fin de la diabolisation et de l'embargo sur l'Iran, et rapprochement avec l'Iran, et en même temps rapprochement et renforcement de l'alliance avec les Israéliens. Or, je dirais que l'Iran est le pire ennemi d'Israël, Israël est le pire ennemi de l'Iran et Israël sont les ennemis jurés, chacun promet qu'il va exterminer l'autre avec la bombe atomique. Je plaisante à peine. Donc c'est étonnant cette géopolitique et cette diplomatie américaine qui se rapproche à la fois de l'Iran et à la fois d'Israël, quoi, de deux frères ennemis. Donc je sais pas comment Obama va pouvoir... puis en plus, derrière, on sait que derrière Obama, il y a les néoconservateurs. D'ailleurs, quand je reparlerai de Clinton, j'en reparlerai. Il y a sans doute tous les néoconservateurs, tous les faucons néoconservateurs qui sont très pro-israéliens, très sionistes et très anti-iraniens. Donc je sais pas comment Obama va réussir à tenir cette ligne véritablement assez complexe, ces différentes lignes au niveau
de la géopolitique et de la politique internationale américaine, puisque alliance avec Israël et rapprochement, alliance avec l'Iran, en tout cas rapprochement avec l'Iran. Donc on verra ce que ça va donner. Bon, voilà, après la saillie de Netanyahou révisionniste, la rencontre au sommet entre Obama et Netanyahou, encore une fois à Washington, à la Maison Blanche, donc c'est pas anodin, c'est une liste officielle. Est-ce un renforcement de l'alliance israélo-américaine? Moi je me pose la question, j'essaie surtout de me poser la question, peut-être demain dans le montage et d'une grande coalition mondiale contre Daesh, peut-être que les Américains se rapprochent d'Israël pour mater le terrorisme. En tout cas c'est intéressant de s'interroger sur les ressorts de cette alliance et de ce renforcement de l'alliance israélo-américaine pour des raisons sans doute géostratégiques et diplomatiques. J'en ai fini là-dessus. Alors voilà, autre sujet, Obama et l'écologie, ça c'est un tout petit sujet. En effet, on a vu Obama, alors là, je vais parler du déshonneur, du mensonge et de la tartufferie intégrale des politiques, puisqu'on a vu Obama récemment participer à une télé-réalité, là, c'était il y a 2 mois, participer à une télé-réalité participer à une télé-réalité américaine pour sensibiliser l'opinion publique américaine sur la nécessité de protéger l'environnement, protection de l'environnement, lutte pour l'écologie, lutte contre des dérèglements et réchauffement climatique. D'ailleurs, ça permettra de faire le lien aussi avec la COP21 et cette conférence au sommet sur la lutte contre le réchauffement climatique, mais j'y viendrai plus tard. Mais surtout, oui, assez intéressant, derrière Obama et l'écologie, bon, tartufferie intégrale, protection de l'environnement et intérêt du capitalisme. Puisqu'en même temps qu'Obama participait à cette télé-réalité sur la volonté de protéger l'environnement et de sensibiliser l'opinion publique américaine et l'Américain moyen au réchauffement climatique et à la nécessaire lutte contre l'écologie, Obama a autorisé l'entreprise, la firme multinationale et américaine Shell, l'entreprise Shell qui était une entreprise du pétrole américain, hein, comme il y a Total, Total et il y a Shell, c'est une entreprise américaine. Obama et donc le pouvoir politique américain a autorisé Shell à aller forer, véritablement à aller forer, faire des forages et aller donc creuser dans les sols, notamment en Antarctique. Et creuser notamment ce qu'on appelle trouver du pétrole offshore, c'est-à-dire le pétrole sous-marin, le pétrole dans l'eau. Donc en même temps, Obama participe à une télé-réalité pour sensibiliser l'opinion publique à la cause écologique, à la protection de l'environnement et à la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, puisque j'en parlerai d'ailleurs dans un entretien prochain, pas celui-là, mais sur la COP21, cette conférence mondialiste, globaliste et mondialiste, pour aller vers la gouvernance globale, sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique et pour protéger l'environnement. En fait, c'est une opération mondialiste d'aller un peu plus loin dans la gouvernance globale et dans le nouvel ordre mondial, voilà. J'y reviendrai, mais là, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Sujet assez grotesque, mais véritablement, Obama n'est pas un écologiste. Obama travaille main dans la main et dans la soumission à la finance internationale et au capitalisme le plus destructeur, et voilà, et notamment Shell, voilà, j'ai pas plus à dire. Hein. Bon, là on voit aussi le côté guignolesque du pouvoir politique américain, parce que quand même en France, même si on critique nos politiques, la désacralisation de la fonction présidentielle, nos politiques ils seraient des guignols, ils sont pas aussi guignols, ils sont pas tombés aussi bas, je dirais, qu'en Amérique, quoi. Parce que j'en parlerai d'ailleurs peut-être une prochaine fois sur Michelle Obama, mais le niveau de désacralisation et de guignolade et de burlesque des hommes politiques et des femmes politiques américaines en général, à travers les télé-réalités, les shows, on est vraiment dans le grotesque absolu. Hein. Mais au-delà de ça, parce que je vais en reparler après pour parler des élections présidentielles américaines et des primaires sur lesquelles je vais m'arrêter un peu, au-delà du côté grotesque, du côté société du spectacle et du côté show télévisuel, qui déshonore Obama mais qui déshonore l'Amérique un peu plus, le mensonge, le déshonneur, la tartufferie et l'hypocrisie du pouvoir politique en général, américain mais pas qu'américain, par rapport à la question de l'écologie et du développement durable. C'est-à-dire qu'à la fois on nous rebat les oreilles et avec la protection de l'environnement, l'écologie, la lutte contre le réchauffement climatique, mais en même temps on fait tout pour aggraver la condition écologique et détruire la nature à travers le forage de l'entreprise Shell, donc qui est une entreprise pétrolière en Antarctique. Je rappelle en plus que l'Antarctique c'est là où il y a la banquise, c'est là où il y a les glaces, la banquise qui fond, les glaces qui fondent, donc les pauvres ours polaires, les pauvres ours blancs les ours polaires qui n'ont plus de banquise, qui n'ont plus de glace. Donc Obama, là, prouve vraiment que c'est un menteur, que c'est un tartuffe, puisqu'il prétend lutter de manière un peu guignolesque, dans un show télévisuel, télé-réalité en plus, il prétend lutter contre le réchauffement climatique pour la préservation de la nature et de l'environnement, mais en même temps, il participe en autorisant l'entreprise Shell à aller forer des puits de pétrole offshore sous l'eau. Il prouve bien qu'il est aux ordres du capitalisme et de tous les lobbies, et je reviens à rappeler, et de tous les lobbies industriels, pétroliers, et là, ça va évidemment pas du tout aggraver
je dirais la préservation de l'environnement en allant un peu plus polluer l'Antarctique et détruire un peu plus la banquise. Donc voilà, Obama Tartuffe, Obama Guignol intégral, hein. Je crois que c'est clair et net. Alors ensuite, gros sujet, avant-dernier sujet, je finirai par une petite synthèse de quelques minutes sur Daesh. Mais avant de finir sur le cas Daesh, les élections présidentielles aux États-Unis, je voulais y revenir. Et oui, les primaires. Alors les primaires, je voulais revenir sur les primaires. Alors notamment deux types de primaires, parce que ça on l'a vu, hein, il va y avoir des élections présidentielles américaines pour déterminer le prochain président américain dans le courant de l'année 2016, donc l'année prochaine. Obama arrive à terme de ses deux mandats. Il arrive à terme de son premier mandat Premier mandat 2008-2012 et 2012-2016 deuxième mandat. Donc Obama arrive à terme de son deuxième mandat de 4 ans, donc il ne pourra plus se représenter en 2016. Et là on a, bon ça fait déjà 2-3 mois, hein, mais on a à terme du mandat d'Obama en 2016, donc les primaires auront lieu en 2016, hein, je crois, les primaires vont avoir lieu cette année en 2015-2016 et l'élection présidentielle américaine aura lieu en 2016. Et là on a un truc énorme et grotesque à la fois, donc moi je ne vais pas m'intéresser aux élections présidentielles américaines parce que ça ce sera plus tard, je traiterai ça peut-être dans un entretien en 2016. Mais là plutôt les primaires, je vais traiter les primaires. Donc les primaires c'est comme en France, en France on a aussi américanisation de la vie politique française, puisqu'on a copié le modèle des primaires, bien évidemment. Et donc là je vais m'intéresser plutôt aux primaires, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle, la primaire c'est tous les candidats qui se présentent pour pouvoir être des candidats éligibles et pouvoir être investis à la présidentielle américaine. Donc je vais revenir un peu sur ces primaires dans 5-6 minutes, pas trop long pour faire une synthèse globale. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ces primaires? Donc, je l'ai déjà dit, les élections présidentielles américaines auront lieu en 2016. Les primaires, à la fois dans le camp démocrate, le parti démocrate, donc soi-disant la gauche, et le camp républicain, c'est-à-dire la droite. Alors qui on a? Alors deux trucs. Je vais le faire en deux temps. D'abord les candidats du système et de l'oligarchie. Et ensuite je traiterai sur les candidats un peu subversifs, un peu politiquement incorrects et un peu soi-disant anti-système. Et je dirai ce que j'en pense. Alors d'abord les deux candidats de l'oligarchie et du système. Jeb Bush pour le côté républicain et Hillary Clinton pour le côté démocrate. Donc là c'est énorme. On a deux candidats du système et de l'oligarchie mondialiste soumis à tous les lobbies, soumis à toutes les forces d'argent, Wall Street, la finance, le complexe militaro-industriel. Donc, pour faire une synthèse, on a deux candidats de l'oligarchie mondialiste et du système. Donc pour le camp démocrate d'abord, on a Hillary Clinton, femme de Bill Clinton qui avait été président des États-Unis dans les années 90, après Bush père et avant Bush fils, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Hillary Clinton, femme de Bill Clinton, que je ne présente pas, féministe hystérique, néoconservateur, anti-Poutine hystérique, néoconservateur qui est sans doute dans les mains des néoconservateurs. Donc Hillary Clinton, féministe hystérique hein, notamment, ça c'est clair et net, hein, qui représente aussi les intérêts du lobby bancaire et de la finance internationale, donc pas du tout les intérêts du peuple américain et de l'Amérique bien sentie. Et de l'autre on a Jeb Bush, donc Hillary Clinton, femme de Bill Clinton, est tenue par tous les lobbies, notamment tous les lobbies communautaires et les lobbies, les puissances d'argent. Et en face, pareil, on a Jeb Bush. Donc Jeb Bush, à l'investiture du camp républicain, donc la droite, c'est ce qu'on appelle la droite, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire, droite-gauche aux États-Unis. Donc Jeb Bush pour le camp républicain, pour la droite, c'est le frère de George W. Bush, de George Bush fils, qui était au pouvoir en Amérique entre 2000 et 2008, je crois. Donc Jeb Bush, frère de George Bush, donc là on est sur cet infocon absolu, néoconservateur absolu, guignol absolu, bon je me répète un peu, mais bon lui sait lire apparemment, donc c'est la grosse différence avec son frère, il n'est pas alcoolique et il n'est pas analphabète. C'est que George Bush, il était alcoolique et il savait, on doutait de ses capacités, je dirais ses capacités intellectuelles, on va dire. Donc lui est un peu moins stupide et un peu moins débile que son frère George W. Mais bon, il représente lui aussi pareil le candidat de l'oligarchie, le candidat du système mondialiste, le candidat du fric pour le dire vite, hein, voilà, le candidat du fric c'est une certitude. Ils ont tous les lobbies avec eux, on a vu Hillary Clinton on a vu Hillary Clinton, pour le camp démocrate, la gauche, être adoubée par les PAC, donc le lobby juif, et par aussi tout le lobby juif, les PAC, être adoubée par les puissances financières, les réseaux des néoconservateurs, là, les néocons, les faucons, ce qu'on appelle les faucons néoconservateurs, même si les néoconservateurs sont plutôt historiquement le camp républicain de droite, mais Hillary Clinton a été adoubée même par les néoconservateurs américains, ce qui est assez drôle. Et donc ces deux candidats représentent bien évidemment, c'est ce que j'ai mis,
les intérêts de l'oligarchie mondialiste, donc, et non pas du peuple américain, et je dirais le système bancaire international, donc les intérêts de l'oligarchie mondialiste en général, et du système au sens avec un grand S, le système et l'oligarchie mondialiste. Donc absolument pas les intérêts du peuple américain et de l'Amérique. On a vu les déclarations délirantes de Hillary Clinton, qui est à mon avis la pire, hein. C'est une harpie, véritablement, c'est une harpie, une sorcière. Les déclarations de Hillary Clinton sur Poutine, notamment, en l'insultant, en éructant littéralement, donc ça fait assez peur pour soi-disant la plus grande démocratie du monde et le phare de la lumière et de la liberté dans le monde, soi-disant bien évidemment. Donc voilà, 2 candidats du système et de l'oligarchie mondialiste, et comment dirais-je, voilà. Jeb Bush pour les républicains, Hillary Clinton pour les démocrates. Il y a quelque chose à faire remarquer, au-delà du fait que ce sont 2 candidats à la botte du système et de l'oligarchie, je dirais, de tous les lobbies et de Wall Street, hein, de la finance, ne représentant bien évidemment pas les intérêts du peuple et de la nation américaine, ce sont surtout des candidats dynastiques. Là c'est assez drôle, les États-Unis qui nous vendent la démocratie machin, la démocratie et la liberté, là ce sont des candidats quand même dynastiques. Puisque l'une est une femme d'eux et l'autre est un frère d'eux, un frère et un fils d'eux. Donc là on est vraiment dans le grotesque, on n'est plus du tout dans la démocratie, on voit très bien que pour être aujourd'hui un homme politique américain, il faut appartenir à la grande banque, à la grande finance ou à la grande industrie, il faut être milliardaire, et il faut faire partir des cercles et des réseaux de pouvoir qui sont des réseaux en général de cooptation mondialiste. Et donc là c'est clair qu'on a 2 candidats totalement dynastiques, on a des dynasties politiques, à droite comme à gauche, chez les républicains comme chez les démocrates, on a des dynasties politiques avec des candidats qui sont totalement stipendiés par l'oligarchie et le système, qui ne représentent pas les intérêts du peuple américain, mais les intérêts de la finance internationale et du cartel bancaire, Wall Street, la réserve fédérale américaine, donc les puissances d'argent, qui soient de droite ou de gauche, hein, voilà. J'ai rien à dire de plus, c'est deux candidats guignols, Hillary Clinton étant peut-être la pire, et voilà, là on voit que à quel point l'Amérique et les États-Unis sont une société du spectacle, j'y reviendrai après, une société du spectacle, comme le disait Debord, c'est-à-dire avec, voilà, on fait le spectacle, on fait le show, on fait le guignol, mais derrière il n'y a rien de sérieux parce qu'on s'attaque jamais au vrai pouvoir, qu'est la banque, qu'est la finance, qu'est le système oligarchique et mondialiste. On s'attaque jamais au vrai pouvoir et on donne le change avec du sociétal, du guignolesque et de ce que Debord appelait le spectacle, hein. La société du spectacle voilà. Et qui la met en scène? Une mise en scène démocratique. Donc là on voit que c'est véritablement un théâtre démocratique et une mise en scène démocratique à travers ces 2 candidats du système choisis par l'oligarchie mondialiste, totalement stipendiés et contre les intérêts du peuple américain, milliardaires, représentant les intérêts de la grande banque et de la finance, de tous les lobbies, hein, je le dis, les PAC, le lobby juif, le lobby des armes bien évidemment, le lobby aussi pétrolier et le lobby saoudien, donc de toutes les puissances étrangères. Et là on voit surtout ce qui est intéressant, des dynasties. On a des dynasties. L'Amérique n'est plus une démocratie, moi j'appelle ça une plutocratie, une oligarchie plutocratique. L'Amérique, c'est le concept que je lance, les États-Unis sont un régime d'oligarchie plutocratique. Le pouvoir de quelques-uns, et ces quelques-uns sont les plus riches. Et pour faire de la politique, notamment à ce niveau-là, il faut être milliardaire, il faut faire partie des réseaux et des cercles mondialistes, et il faut avoir l'argent qu'il faut être millionnaire, hein. Et même milliardaire, on va le dire comme ça, on va le dire cash. Donc voilà, donc les primaires, les candidats du système et de l'oligarchie mondialiste, Jeb Bush pour le camp républicain, Hillary Clinton pour le candidat démocrate, contre les intérêts du peuple et de la nation américaine, qui roule pour l'empire mondialiste et l'oligarchie et le système, et je dirais qui incarne véritablement ce qu'est devenu l'Amérique depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire par l'accroissement des inégalités de richesse, l'accroissement des inégalités socio-économiques et de richesse et de revenus, l'Amérique est devenue une société avec des super riches et des super pauvres, quelques super riches, beaucoup de super pauvres, et de super riches qui ont acheté, on le voit avec les campagnes aussi, les campagnes qui coûtent des millions. Les campagnes électorales en Amérique sont véritablement achetées par l'oligarchie mondialiste et sont achetées par les plus riches. Donc pour faire carrière en politique en Amérique, il faut être milliardaire, donc je lance ce concept de l'Amérique n'est plus une démocratie, puisque l'Amérique ce n'est plus le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est le pouvoir de quelques riches, pour quelques riches, par quelques riches, qui ont acheté, je dirais, la campagne et les candidats, et qui sont achetés eux-mêmes par les forces d'argent et de la finance, et qui roulent pour le système mondialiste contre leur peuple et leur nation. Et voilà, il y a des dynasties. C'est marrant parce que avec cet accroissement des inégalités de richesse et de ces super riches, eh bien on retourne à sous l'ancien régime où il y avait des dynasties, des privilégiés, quoi. Des dynasties politiques, on a des dynasties politiques à droite comme à gauche, chez les républicains, chez les démocrates, mais qui se fait sur, là pas sur le sang ou sur les quartiers de noblesse, mais qui se fait sur le pognon, le fric et la fortune. Donc voilà.
Pour moi, l'Amérique n'est plus une démocratie par la société du spectacle et le show, et par cette espèce d'oligarchie plutocratique de quelques riches qui ont pris en otage la vie politique et la vie démocratique américaine. J'en ai fini pour les candidats du système, et je vais essayer d'aller rapidement sur les candidats, je dirais, alternatifs. On en a vu deux candidats alternatifs. Donald Trump pour le camp républicain, et Bernie Sanders pour les démocrates. Donc Trump pour le camp républicain à droite et Sanders pour la gauche démocrate. Alors ça c'est intéressant, là j'ai mis deux candidats alternatifs et subversifs, symbole de la révolte et contre l'oligarchie mondialiste et les lobbies et le système. Oui, parce que là on a deux candidats intéressants. Donc d'abord Sanders. Bernie Sanders, c'est le candidat pour l'investiture à la primaire des démocrates, donc la gauche. Donc c'est un type qui vient plutôt de la gauche un peu révolutionnaire, trotskiste, socialiste, anti-finance, qui tient un discours de gauche et d'extrême gauche contre les politiques d'austérité, contre la finance, contre Wall Street et contre le capitalisme mondialisé. Donc là on a un petit candidat de gauche socialisant, anti-finance, anti-austérité, qui tient un discours un peu marxiste. Ça c'est pour le candidat Sanders, qui est un peu moins connu de chez nous les Français, mais qui est un type à suivre à mon avis. Sanders pour les démocrates, donc bien plus à gauche que Clinton, vous l'aurez compris, puisque lui n'est pas dans la gauche sociétale, bobo, droits des femmes, féminisme, droits des homosexuels. Il est sur une gauche sociale, défense des travailleurs, condamnation du capitalisme, de Wall Street, de la finance et des inégalités sociales. Il est pour plus de politique sociale, de justice sociale, et notamment de la sécurité sociale que Obama, le fameux Obamacare. La sécurité sociale du Obamacare qu'Obama n'a pas vraiment mis en place, puisqu'il a eu toutes les oppositions à l'Assemblée, au Congrès de tous, quoi, des plus conservateurs et des plus droitards. Et en face, le candidat alternatif du système alternatif, c'est Jeb Bush. C'est Jeb Bush chez les Républicains. Alors qui est Jeb Bush? Alors Jeb Bush, c'est... Jeb Bush. C'est Donald Trump. Alors avec un nom comme ça, Donald, bon, un nom sorti d'un dessin animé. Donald Trump, c'est le trublion à droite, c'est le trublion chez les Républicains. Quand je dis le trublion, c'est-à-dire, j'entends par là Donald Trump véritablement incarne la révolte, mais aussi contre... c'est un populiste, là on était sur du populisme de gauche, là on est sur du populisme de droite véritablement. Et lui incarnerait lui aussi, c'est ce que j'ai écrit, le symbole de la révolte et de l'insoumission à l'oligarchie mondialiste. Puisque lui, bon, il est sur j'y reviendrai, mais il est sur un discours de droite, sécuritaire, de défense de l'identité, notamment lutte contre l'immigration, fermeture des frontières, rejet de l'avortement, antiféminisme, il se moque des femmes, critique du lobby gay. Alors lui, c'est un milliardaire, donc il incarne aussi par sa fortune indécente et par sa réussite sociale et économique indécente, puisque c'est un milliardaire qui avait fortune, je crois, c'est un mania de la presse, des médias, il a fait fortune dans les médias, et dans l'industrie, je crois. Donc par sa fortune, par son entre-gens et par sa fortune personnelle, il est totalement rattachable à l'oligarchie mondialiste financière et bancaire, mais il tient un discours assez radical et assez anti-système. Il faut le souligner, c'est ce qu'on a, voilà, c'est le populisme à l'américaine, le populisme de droite. On a le populisme de gauche incarné par Bernie Sanders, qui serait le populisme, voilà, des pauvres, des travailleurs contre l'oligarchie financière de Wall Street, et le populisme de droite incarné par Trump, plutôt sudiste, quoi, un populisme de droite imprégné de valeurs traditionnelles, conservatrices, de religion, et de lutte contre l'immigration sur de la classe moyenne, je dirais, de la petite classe moyenne, qui se sent totalement dominée et qui voit la vague du néolibéralisme et la vague de l'oligarchie mondialiste qui va véritablement les balayer. Donc là on a quelque chose d'intéressant avec les deux candidats alternatifs et je dirais subversifs et originaux. Il y en a d'autres, hein, mais j'ai pris les deux principaux candidats alternatifs et subversifs aux primaires à l'élection présidentielle. À droite pour les républicains Donald Trump, à gauche pour les démocrates Bernie Sanders, et je mets ces deux candidats symboles, voilà, un populiste de droite, un populiste de gauche. Trump, voilà, incarnant le politiquement incorrect, qui multiplie soi-disant les propos xénophobes, racistes et misogynes. On l'a accusé d'être xénophobe, raciste et misogyne. Donc il rentre dans l'art du système, il est politiquement incorrect, il ne pratique pas la langue de bois, il n'est pas bien pensant. Ça fait plaisir, hein, même en Amérique. Et donc deux candidats alternatifs, subversifs, et qui incarnent la révolte et l'insoumission du peuple américain contre l'oligarchie mondialiste, hein, et contre le système et des lobbies. Eux représentent moins les lobbies, représentent moins le système, et représentent moins l'oligarchie mondialiste financière. C'est ce que j'ai remarqué. Même si Trump est un milliardaire, hein, et donc ce qui est assez indécent.
Notamment, oui, véritablement la révolte à la fois des pauvres et des classes moyennes, la révolte des classes moyennes américaines qui sont totalement paupérisées et prolétarisées du fait de Wall Street, du fait de la crise financière américaine et du fait que l'oligarchie mondialiste bancaire et financière loge en Amérique comme un ver dans un fruit, comme un asticot dans un fromage. Voilà. Voilà, donc bon, j'ai pas grand chose à dire de plus sur les élections américaines. Je regardais l'heure, c'est moi. Donc voilà. Donc les candidats alternatifs, voilà, symbole de la révolte des classes moyennes et du peuple américain contre l'oligarchie mondialiste et contre le système totalement vermoulu et de cette oligarchie plutocratique. Donc j'ai à peu près fait le tour du cas de ces élections présidentielles américaines et de ces primaires. Donc voilà, les élections présidentielles américaines qui auront lieu en 2016, les primaires en 2015. Donc je reviens, deux candidats du système, Jeb Bush pour les républicains, Hillary Clinton pour les démocrates. Donc Jeb Bush, le frère de l'ancien président Bush, et Hillary Clinton, la femme de Bill Clinton. Donc Jeb Bush et Hillary Clinton sont les candidats du système et de l'oligarchie mondialiste, comme je l'ai bien démontré, par leur fortune, par leur réseau, par les cercles mondialistes. Ce sont deux candidats du système qui servent le système et l'oligarchie mondialiste et bancaire et financière, surtout Hillary Clinton, donc des candidats contre le peuple et la nation américaine et au service de l'oligarchie mondialiste. Et face à ces deux candidats du système qui incarnent en plus des dynasties politiques, véritablement, deux candidats alternatifs aux primaires qui sortent, qui émergent, deux candidats alternatifs et subversifs, Bernie Sanders pour la gauche démocrate et Donald Trump pour les républicains. Bernie Sanders et Trump qui, par soi-disant leur outrance, leur politiquement incorrect, leur ton libre et leur diagnostic incarnent véritablement, c'est ce que je mets et je finirai là-dessus, le symbole de la révolte et de l'insoumission du peuple américain et du peuple américain contre l'oligarchie mondialiste et contre ses élites traîtres et vendues, je dirais, à la finance. Voilà, donc deux candidats du système aux ordres de l'oligarchie mondialiste contre le peuple américain, deux candidats alternatifs, bon, assez populistes de droite, populistes de gauche, qui incarnent voilà, la révolte du peuple et notamment des classes moyennes contre l'oligarchie mondialiste, contre tous les lobbies et surtout contre la finance internationale qui est en train de tuer le capitalisme et le monde du travail en Amérique. Et donc là j'en tire deux conclusions. D'abord que l'Amérique n'est plus une démocratie mais que c'est une plutocratie oligarchique ou une oligarchie plutocratique. Une oligarchie plutocratique, c'est-à-dire que le pouvoir appartient à quelques-uns, à quelques riches, les plus riches, donc des milliardaires. Donc trahison de la démocratie et de l'idéal démocratique par les forces d'argent, donc du peuple américain. Et enfin que oui, la société américaine est totalement une société du spectacle, un show télévisé géant et une société du spectacle. Et pour s'en persuader, il suffisait de regarder, je dirais, les shows télévisés de la campagne pour les primaires républicaines pour bien voir ce que c'est que la société du spectacle et la société intégralement libérale et marchande. Je finirai là-dessus. Dernier sujet, Daesh. Alors, Daesh, État islamique, je vais faire une analyse globale d'un phénomène, je vais aller très rapidement. En fait, non, je vais surtout parler du fait qu'est en train de se monter là depuis, parce que j'aurai pas le temps de faire Daesh, j'y reviendrai peut-être, donc Daesh, État islamique. Je voulais faire une analyse globale de cette organisation terroriste, ses financements, son idéologie, ses soutiens, ses ennemis, voilà, dans la région. Je vais surtout parler parce que là, je veux pas finir trop tard, d'une coalition mondiale qui se monte contre Daesh. Là on voit que des pays arabes à Israël, en passant par les États-Unis, donc l'Occident avec l'Europe, la Russie et les puissances régionales comme la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, tout le monde se coalise contre Daesh. Donc c'est intéressant, on a véritablement une coalition mondiale contre Daesh. Je voulais finir sur ça parce que j'ai bien parlé, comment dirais-je, avec Poutine de qui déclare la guerre à Daesh, des nouveaux ennemis de Daesh, puis Daesh fait beaucoup parler d'elle depuis les attentats de Paris, mais ce qui est sûr c'est que là, depuis les attentats terroristes de Paris, et depuis notamment depuis que Poutine a musclé son discours contre Daesh et avec sa volonté d'éradiquer Daesh, donc cette organisation terroriste qui est l'État islamique, l'EI, on a une coalition mondiale qui se met en branle, qui se met en place, du monde entier qui va encore une fois des puissances régionales à l'Occident en passant par la Russie et des puissances un peu alternatives qui vont d'ailleurs contre Daesh, tout le monde véritablement, hein. États-Unis, Europe, Russie, Arabie Saoudite, Qatar, Israël, Iran, Turquie, Russie, donc tout le monde. Les puissances régionales, l'Occident, la Russie de Poutine, tout le monde se coalise contre Daesh, puisque Daesh est véritablement, on l'aura bien compris maintenant, l'ennemi à abattre, je dirais,
l'ennemi à abattre, l'ennemi principal voilà, de l'Occident et de nos intérêts, puisque Daesh fomente des attentats terroristes et islamistes, et des attentats terroristes et islamistes un peu partout dans le monde, notamment, bon, bah, on l'a vu, nous on a payé le prix, à Paris, en France, mais partout en Europe et même aux États-Unis. Donc il devient relativement inquiétant et intriguant de ce Daesh, là, qui n'est pas un truc nouveau, hein, mais il faudrait commencer à s'occuper sérieusement du phénomène Daesh, et que donc, voilà, je voulais finir sur ce sujet après les présidentielles américaines, les primaires aux présidentielles américaines, je voulais finir sur le fait qu'une grande coalition mondiale, mais ça fait déjà 2-3 mois, hein, ça fait déjà depuis le mois d'octobre, là, même septembre, que nos politiques essayaient de se mettre d'accord sur une grande coalition mondiale. Cette fois on y est, une grande coalition mondiale contre Daesh, pour abattre Daesh. La guerre est déclarée. Hein. Daesh nous a déclaré la guerre et on a déclaré la guerre à Daesh. Hein. On l'a vu avec les attentats de Paris en France, le crash de l'avion russe dans le Sinaï revendiqué par Daesh. Donc Daesh veut toucher tous ses ennemis, c'est-à-dire l'Occident en général. Mais pas que l'Occident, hein, parce que Poutine ne fait pas vraiment partie de l'Occident décadent tel que Daesh se le représente. Hein. Donc c'est assez étonnant. Donc voilà, je voulais finir sur le phénomène Daesh. Voilà, une gigantesque coalition est en train de se monter contre Daesh. Et donc on verra, bon, tout le monde à la manœuvre, hein, les occidentaux mais aussi les puissances régionales. Donc tout le monde, il y a un alignement des planètes diplomatiques là aussi pour faire de Daesh l'ennemi principal de tout le monde dans la région, et plus Assad, hein, enfin peut-être, plus seulement Assad. On n'a plus cette vision conservatrice de chasser le vilain dictateur Assad de son poste, donc c'est tant mieux. Donc Daesh, ennemi à abattre, ennemi public numéro 1, ennemi à abattre. Donc je vais revenir un peu plus longtemps, mais j'en avais pas le temps, je vais revenir un peu plus longtemps sur le phénomène de qu'est-ce que c'est Daesh, donc ses financements, bon Daesh, c'est État islamique, ses financements, ses soutiens comme l'Arabie Saoudite, ses faux ennemis et ses faux soutiens comme la Turquie, bon j'aurais pas le temps, donc je voulais faire une analyse globale du phénomène Daesh, de l'organisation terroriste, ses financements, ses soutiens, ses alliés, ses ennemis. J'en aurais pas le temps, et je finirai sur, voilà, comme c'était le gros sujet des attentats, notamment de Paris, Daesh, ennemi à abattre, voilà, véritablement, donc je finirai là-dessus, donc vers une grande coalition mondiale contre Daesh, Daesh, ennemi public numéro 1. Donc voilà, je finirai là-dessus, c'est tout. Donc je suis toujours avec mon superbe drapeau tricolore, qui est une couverture que j'ai... Voilà, c'était pour manifester mon soutien, puisque je suis français, aux victimes des attentats terroristes, et puis pour manifester mon patriotisme viscéral en ces temps troubles, en ces temps d'élections régionales et de diabolisation du parti patriote qu'est le Front National. J'en ai fini pour ce grand entretien de commentaires d'actualité. Donc il sera bientôt en ligne, donc j'en ai fini pour cet entretien commentaire d'actualité de Parti National octobre-novembre 2015. On se retrouve à très bientôt pour un prochain entretien commentaire d'actualité nationale et internationale du mois de décembre. Donc d'ici là, salut à tous. Si on se voit pas d'ici là, passez de bonnes fêtes de Noël, voilà. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. On se retrouve donc la fois prochaine pour un nouvel entretien qui portera sur l'actualité, cette fois mensuelle. Maintenant je vais passer sur des entretiens mensuels pour avoir moins à en dire chaque mois. Entretien qui portera sur l'actualité de décembre et peut-être d'autres choses encore. On verra. Salut à tous et sans doute au mois prochain. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère.
Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.